Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, on va parler évidemment de cette attaque du fourgon et qu'est-ce que ça dit un peu. Et aussi, on va parler de cette fameuse manifestation d'ultra-droite néo-fasciste, on sait pas très bien, qui a été interpellée par une certaine Traoré. On va voir ça tout de suite. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne de Georges, c'est très important pour le... Ben, je pense que t'as chié dans tes culottes. Un peu, oui. T'as chié dans tes culottes, Un hein? peu, oui. Ça sent le tabarnak, mon homme. Oh. Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule, il n'y en a pas d'autre. Revue d'actualité, vous pouvez aussi écouter cette vidéo puisque je suis désormais en podcast. Je suis premier, c'est pas vrai, je m'en fous. Mais je suis quand même en podcast, j'ai envie de vous dire revue d'actualité, ça va être salé, hein. Là, on va se poser, hop, les appuis sont bien parce que là, on va y aller. Ça va barder les gars, c'est parti. Abonne-toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Alors, la première actualité de la semaine, c'est une manifestation de droite radicale, voire d'ultra-droite qui a eu lieu à Paris. C'est la fameuse manifestation du collectif C9M. Mais en fait, dans cette actualité, on va voir une, voire deux, voire trois actualités. Déjà, c'est quoi cette manifestation? D'où elle vient? C'est quoi le projet? On a envie de dire. En fait, le C9M, ça veut dire le comité du 9 mai. C'est une référence, c'est un hommage rendu à un militant nationaliste mort en 1994 pendant une manifestation. C'est le Sébastien Desieux qui est mort à la suite d'une course-poursuite avec la police. Mais apparemment, il y a les bonnes et les mauvaises violences policières, selon la gauche. Donc, une démonstration évidemment très à droite, qu'on pourrait appeler quasiment néofasciste en fait. Les mecs sont en ligne, en ordre de bataille, et ils ont un symbole qui est très particulier, à savoir la croix celtique. Et là encore, c'est important de rappeler pourquoi ce symbole, pourquoi avoir choisi ce symbole, et pourquoi pas prendre plein de drapeaux français. En fait, la croix celtique, c'est un symbole qui est très ancien, qui est très anciennement utilisé par l'ultra-droite nationaliste européenne et a fortiori française, pour symboliser au choix la race blanche, l'Occident, l'identité nationaliste ou simplement le rejet de la modernité. Et alors, j'ai perçu énormément de réactions concernant cette manifestation, notamment des gens qui nous disaient « Oui, mais attends, c'est une honte. Cette manifestation est une honte et c'est une honte que la mairie de Paris laisse cette manifestation avoir lieu. Il faut l'interdire. » Et alors moi, j'ai beau avoir des désaccords évidents, vous le savez puisque vous me suivez depuis 2 ans, avec cette idéologie qui était défendue par le comité du 9 mai, j'ai envie de dire à ceux qui veulent l'interdire, au nom de quoi? Parce qu'on va me dire « Ouais, mais attends, ces gens-là prônent la haine, ils sont violents. » Alors, déjà, les manifestations en elles-mêmes n'ont pas fait de dégâts matériels, à ce que je sache. Donc on leur prête des intentions néfastes. Très bien, pas de galère. Mais dans ce cas, si on doit interdire toutes les manifestations, non pas violentes, mais auxquelles on suppute des intentions néfastes, autant te dire que la place de la République va être vide pour les 10 prochaines années. Bah ouais, faut être cohérent les gars. Puis des manifestations avec lesquelles on n'est pas d'accord, on en a souvent. Je rappelle que ce week-end, il y avait quand même la plus grande manifestation LGBT de détraqués mondiaux sur toutes les télévisions du monde. Hein? Oui, bah t'appelles ça l'Eurovision, moi j'appelle ça une manifestation. Bref. T'es pédé? Et encore une fois, vous le savez, je ne suis pas d'accord avec enfin en tout cas, j'ai mes désaccords avec ce mouvement, mais je remarque qu'on va aussi nous ressortir ce classique shit, à savoir, ces manifestants sont fascistes, les fascistes ont fait des morts dans l'histoire, ces manifestants veulent la mort. Alors, d'accord, j'entends l'argumentaire, quoique un peu fallacieux, mais je rappelle que Hannah Arendt a défini 3 types. Évidemment le fascisme italien, dont on peut voir un peu l'inspiration ici, le nazisme allemand, avec l'exaltation de l'État et évidemment un racisme biologique et un antisémitisme biologique aussi, et un troisième. Et c'est lequel le troisième? Bah c'est le totalitarisme qui prend pour base théorique le marxisme, à savoir le stalinisme. Et alors est-ce que ça veut dire qu'on doit interdire le parti communiste? Est-ce que ça veut dire qu'on doit interdire les mouvements trotskistes ou léninistes ou les mouvements maoïstes? Donc la critique de ces mouvements-là ne tient pas théoriquement. Et alors tu te doutes bien qu'il y a des gens sur place pendant la manifestation qui n'étaient pas d'accord avec ces quelques centaines de manifestants d'ultra-droite qui, soyons un peu sérieux, objectivement, qu'on leur suppute des intentions ultra-violentes, ils ne représentent quand même pas grand-chose. Objectivement, il y a quand même plus important en France que ces manifestants-là, parenthèse fermée. Et il y avait une certaine passante
apparemment passante, qui s'est opposée à cette manifestation. Et cette passante, c'était une certaine Adja Traoré. Donc cette Adja, elle invective les manifestants racistes, fachos, nazis et autres noms d'oiseaux historiques. On comprend pourquoi elle fait ça. C'est très admis et même encouragé de détester un facho. Alors quand t'en vois, évidemment, tu l'insultes. Elle prend pas énormément de risques. Et on voit bien ce qu'elle essaye de faire dans les vidéos. Elle va au contact. Elle cherche la bagarre pour espérer recevoir un coup et que Street Press nous sorte le fascisme a encore frappé et en plus il a frappé une femme racisée, c'est terrible, interdisons la France. C'est juste une honte, une marche de facho en fait, une marche de putain de raciste, qu'est-ce qu'il y a Quand c'est pour la Palestine, quand c'est pour les musulmans, ah là non on interdit, mais quand c'est pour une marche de putain de facho de raciste de merde, là on interdit rien, là vous pouvez marcher. Pas de bol, grosso merdo, toute la manifestation s'en branle de cette dame-là, et il va falloir trouver autre chose. La séquence de son opposition tourne, et tout le monde à gauche la félicite. Ça va de Raphaël Arnaud, évidemment, à Jean-Luc Mélenchon, en passant, et c'est important de le dire, par Antoine Léaumont, qui va carrément nous dire « La République, c'est elle !» Alors moi, je ne l'ai pas décidé, mais apparemment, Antoine Léaumont peut dire qui est la République et qui ne l'est pas. Bon, donc là, le récit, il est génial, la narration médiatique elle est géniale, une Renoir s'oppose au fascisme en France, c'est très émouvant, où est-ce qu'il faut chialer et surtout combien ça coûte. Et elle renchérit cette dame-là en disant « Ouais, alors attends, quand c'est les musulmans on interdit les manifestations. » Non, enfin c'est pas vrai, c'est un mythe en fait ça. Et là, il y a la suite de la vidéo où Adja Traoré part et en partant, elle dit, mot pour mot, en parlant aux manifestants, elle dit « sale blanc de merde ». Elle dit « sale blanc de merde ». Alors, plusieurs choses. Déjà, c'est raciste, on va pas tortiller du cul, c'est une insulte raciste. Tu diminues la valeur d'une personne sur la base de sa couleur de peau, c'est du racisme dans les termes. Merci, au revoir, ferme bien la porte en partant. Et si vous voulez une preuve du racisme de cette proposition, sale blanc de merde, imaginez simplement une seconde qu'un blanc soit allé dans une manifestation du collectif, par exemple Adama Traoré, et dit « sale noir de merde ». Bah tout le monde lui aurait dit que c'était raciste, voilà. Et ils auraient eu raison de dire ça. Alors très rapidement, il y a eu énormément de trucs assez drôles dans cette affaire. On a tenté, je vous jure que c'est vrai, on a tenté de nous faire croire que cette dame-là avait dit « sale puant de merde ». Donc déjà, une des expressions les moins utilisées de France. J'ai jamais entendu cette expression de ma vie. Surtout qu'en même temps où on essayait de se voiler la face en disant que Adja Traoré n'avait pas dit sale blanc de merde, elle s'excusait sur son compte Twitter privé d'avoir dit sale blanc de merde. Enfin, je sais pas les gars, mettez-vous d'accord quoi. Ouais, elle a pas dit ça. Si, je l'ai dit et je m'excuse. Ah ouais, t'as dit ça? Ouais. Ah bah merde. Voilà, bon, on se fait chier. Et alors, du coup, cette Adja Traoré, elle s'excuse de la pire des manières. On dirait un mec qui a pas fait son taf et qui dit à sa prof désolé, c'est parce que hier j'étais mort, tu vois, ça n'a aucun sens. Elle va nous dire désolé aux personnes que j'ai pu offenser. Alors franchement, je vous le dis, en tant que blanc, je m'en branle de toi et de tes excuses. Et ensuite, elle nous dit, ce que je voulais dire réellement, c'est sale raciste de merde. Bon, déjà, on va mettre tout le monde d'accord. Tu peux te tromper sur une lettre, Adja, mais là, il y a tout un mot où tu te trompes, c'est pas possible, ça marche pas. Tu peux payer cette carte, mais pas qu'un. Il n'y a rien en commun, en termes de lettres, entre blanc et raciste. Ne nous prend pas pour des jambons. Et alors de deux choses l'une, soit elle a vraiment voulu dire sale blanc de merde et franchement personne n'est étonné. Oh tiens, une raciste anti-blanche qui n'aime pas les blancs et qui les insulte. Oh, c'est fou ce qui se passe, faut que j'écrive un livre. Non, on s'en fout, on sait que vous êtes raciste, il n'y a pas de galère. Soit, et c'est le plus intéressant, elle s'est réellement trompée. Et elle a fait un lapsus qu'on pourrait appeler révélateur. Comme dirait Sigmund, j'aime ma mère, Freud, je vous explique pourquoi. La théorie progressiste, la théorie de l'idéologie dominante, postule que nous vivons dans un racisme systémique. Donc, notre système est raciste. Système qui est évidemment produit par la masse. Et qu'est-ce qui compose la masse des Français, en tout cas pour les 20 prochaines années? Pour l'instant, c'est des blancs. Par conséquent de quoi? Tous les blancs sont racistes. Consciemment ou inconsciemment. Donc en fait, sale raciste de merde et sale blanc de merde, c'est la même proposition, puisque le racisme provient exclusivement des blancs et que les blancs sont essentiellement racistes. Ça veut dire dans leur essence même, ils produisent du racisme. Et alors, je vais peut-être vous étonner, mais en soi, qu'une femme du clan Traoré ou qu'une femme antiraciste soit raciste envers mon groupe ethnique, franchement, je vous le dis sincèrement, je m'en branle. Je demande pas aux étrangers de m'aimer. Et même plus généralement, je le sais qu'ils m'aiment pas. Enfin, je suis pas étonné. On les aime pas, ils nous aiment pas, on ne fera jamais société ensemble. Voilà, c'est tout. C'est pas triste,
C'est pas heureux, je suis pas content de cette nouvelle, c'est comme ça, je constate. Une personne qui dit « sale blanc de merde » à des Français ne sera jamais française. C'est du bon sens. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, va falloir aller dire à des Congolais « sale noir de merde » et s'étonner qu'on vous aime pas. Et alors, ce qui est le plus surprenant en revanche, c'est l'absence absolue des blancs de gauche d'amour-propre. Ces gens-là voient une fille qui est ouvertement raciste envers eux, hein, vidéo à l'appui, et ils maintiennent que c'est la République. Mais putain, mais vous avez pas d'amour-propre ou quoi? Vous vous aimez pas? Vous vous pissez dessus? Enfin, c'est quoi le... Enfin, ces gens-là vous crachent à la gueule et vous êtes à la bouche ouverte. T'as pas honte? Enfin, je veux dire, Antoine Léaumont, il y a une fille qui vient de dire « sale blanc de merde » et toi, t'es en mode « hey, mais c'est pas mal ça, j'aime bien ça ». Putain les gars, aimez-vous un peu quoi. La deuxième actualité de la semaine, elle est proprement dramatique. Elle est vraiment dramatique. Je vais vous la résumer. On est dans l'Eure, le mardi 14 mai, et un fourgon pénitentiaire est attaqué à l'arme de guerre par un commando de plusieurs personnes. Alors il semblerait, en tout cas c'est la conséquence de cette attaque, il semblerait que le projet ait été de faire libérer un des détenus qui était transporté dans le fourgon. Au total, on va avoir 2 agents pénitentiaires qui vont mourir, hein, qui sont morts, dead. Fin d'aventure. Et il y a, au moment où j'écris cette vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3 blessés entre la vie et la mort. C'est une scène de crime de guerre, en fait, cette histoire. Là, le côté fait divers va être très difficile à défendre. On parle d'un double homicide prémédité à l'arme de guerre. Les chercheurs d'excuses professionnelles, ils vont avoir du boulot. Je vous le donne en mille. Le bonhomme, c'est Mohamed A, dit La Mouche. 30 ans, connu pour vol avec effraction, trafic de stupéfiants et mouillé dans une affaire de tentative d'homicide. Notre bon gros Gérald Darmanin déclenche instantanément, putain faut pas le chercher lui, il déclenche le plan Épervier. Je vous jure que c'est pas une blague, putain t'as pas un nom plus stylé? Épervier quoi, merde. Alors, je vais passer très vite sur les réactions des énormes flûtistes qui nous dirigent. Éric Dupond-Moretti qui a sans doute perdu au baby-foot contre le détenu, il explique que la justice est en deuil. L'administration pénitentiaire donc vient de rencontrer l'état-major pour faire le point, est en deuil. Et évidemment Macron qui dit la nation se tient aux côtés des familles. Alors attends, excuse-moi mon grand, mais pour l'instant ce qu'il y a aux côtés des familles, c'est un putain de cercueil. Fin d'aventure. Enfin, vous choisissez parmi les propositions. La justice sera forte, la France sera intraitable, la nation ne recule pas, la France c'est la liberté, jamais nous n'aurons peur. Vous attribuez une de ces phrases à un des responsables de l'enfer qu'est devenu la France et vous avez l'ensemble des réactions possibles et imaginables de la semaine qui arrive. Allez, petite joker, on va avoir une marche blanche, on va avoir des peluches, on va avoir des plaques commémoratives qui seront évidemment, ça va de soi, cassées aux prochaines émeutes. Et, je rajouterais quand même, c'est important, si on est en jour pair avec une pleine lune, on pourrait avoir une rue au nom des gardiens pénitentiaires. Et alors, vous allez dire... Georges, t'exagères. Alors non, je fais même pas du mauvais esprit. L'année dernière, Emmanuel Macron avait réagi à des faits divers en expliquant mot pour mot exactement ce qu'on a entendu aujourd'hui, à savoir vouloir être intraitable sur le fond, lutter contre la décivilisation de notre société, enfin bref. Un indice, je vous le donne, c'est pour vous. Si un homme politique réagit à ce genre de massacre sans parler du retour du bagne, de la rémigration, de la peine de mort, de l'incarcération des juges communistes, du renvoi des étrangers et de la construction de 200 000 places de prison, ça sert même pas à quelque chose de l'écouter. Ce qu'il dit, ça sert à rien. Il branle des mouches, et en l'occurrence, la mouche, c'est Mohamed. À l'inverse, on va avoir, et je vous jure que c'est pas une blague, parce que quand on me l'a envoyé, je pensais que c'était une vanne. Mais en fait, non, c'est pas une vanne. Mathilde Panot qui va adresser... Alors, Mathilde Panot qui reprend un tweet du Parti communiste qui va adresser son soutien à la famille des victimes, victimes qui sont morts au travail. C'est victimes de mort au travail. Alors... je vais le faire une bonne fois pour toutes et je vais vous expliquer pourquoi ce procédé c'est de la merde et que ça sert une narration très précise. Parler de mort au travail dans ce genre de situation permet 2 choses. D'éviter de nommer l'attaque, le contexte et l'assaillant, on comprend très bien pourquoi, c'est sans doute un électeur de la France Insoumise. On comprend aussi que les responsables dans cette affaire sont les juges qui ont remis en liberté les détenus, le laxisme judiciaire et l'anticarcéralisme ambiant, donc qui sont 3 caractéristiques, 3 fondements politique de la France Insoumise. Cette tournure, elle confond un accident de travail
et un accident survenu alors qu'on était au travail. Ce qui est radicalement différent, on le comprend. Parce que à ce compte-là, les attentats de Charlie Hebdo ou le 11 septembre, c'est des accidents de travail, puisque ces attaques sont intervenues alors qu'ils étaient en train de travailler. Et pareil, une meuf en télétravail qui se fait violer et décapiter, bah c'est un accident du travail, puisque ça s'est produit dans la plage horaire de son travail. Eh ouais, attends, non mais attends, oula, attention. Je rajoute un dernier truc pour qu'on ait la mesure de l'horreur de la situation. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu 2 morts. 2 morts et 2 blessés graves. Mais ça c'est des mots qui sont un peu vagues. Ça n'a pas de réalité concrète. Je vais vous donner la réalité concrète de ce qui s'est passé, pour qu'on personnifie un peu ce qui est en train d'arriver dans notre pays. L'un des mecs qui s'est fait buter en faisant son travail avait une femme et 2 enfants. L'autre mec qui s'est fait buter, il avait une femme enceinte de 5 mois. Ce Mohamed, il a détruit tous ces gens-là. Des 2 enfants aux femmes, en passant par le gamin qui ne connaîtra jamais son père, un homme est responsable de ça. Un homme. Là, les copains, j'ai envie de vous dire, ça se rapproche. J'aimerais qu'on analyse un peu la scène qui a tourné sur les réseaux sociaux et qui est un condensé de ce qu'on peut appeler l'apocalypse selon Saint Jean. Déjà, ça filme sur Snap. La scène est filmée sur Snap. On est sur un double meurtre, supplément, massacre des 2 autres et homicide volontaire, tout ce que vous voulez. Et les copains filment et foutent ça en story sur Snap. Voilà, gros braquage au péage. Trop baisé. Voilà. Ces gens-là ne nous respectent pas du tout en fait. On est des putains de victimes à leurs yeux. Ils nous butent en story sur Snap. Faut voir la violence qu'il y a dans le processus là. Ensuite, ces mêmes gens, et c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui, ils rigolent. On parle de pères de famille qui se font buter, de scènes dignes des cartels mexicains, et les témoins se marrent. Genre c'est une bonne vanne pour eux. Et là j'aimerais vous parler d'un concept en psychologie qui s'appelle la désensibilisation. Parce que la sensibilité pour autrui, c'est, et je l'ai déjà dit ici lors des nombreux faits divers que j'ai abordés, la sensibilité, c'est une condition sine qua non pour vivre ensemble. Quand je dis vivre ensemble, j'entends faire société, hein, pas accepter de se faire remplacer comme on le comprend aujourd'hui. Bref, beaucoup d'auteurs ont parlé de la sensibilité, de son versant négatif, la désensibilité. Donc ça va être Albert Bandura et sa théorie de l'apprentissage social, Georges Grebner et évidemment Anne Kaplan, que j'ai déjà abordé sur cette chaîne, mais qui, elle, met la focale sur l'impact que va avoir les médias sur notre désensibilisation. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La réaction émotionnelle initiale quand tu vois un homme avec une arme tuer d'autres hommes, c'est théoriquement, tu ressens de la peur pour ta vie, du dégoût pour la situation et évidemment de la compassion parce que tu viens de voir une personne enlever la vie d'une autre. Deuxième étape de cette désensibilisation, de ce processus-là, c'est que ce stimulus, donc la situation dont je parlais tout à l'heure, hein, le meurtre, ce stimulus initial provoque moins de réactions. Alors c'est peut-être parce qu'on est incapable de s'identifier à la victime ou parce qu'on est trop exposé à la violence, à une violence similaire, ou alors les deux en même temps, mais le fait est qu'on est moins sensible à ce genre de situation. Troisième étape, on est indifférent à ce stimulus. On voit cette situation et il se passe rien dans notre tête. Là, on est carrément neutre vis-à-vis d'une situation d'une extrême violence. On voit une scène d'une extrême cruauté, hein, comme on regarde un match de foot. C'est les mêmes processus neuronaux. Quatrième étape de la désensibilisation, la personne n'a plus aucune émotion face à des stimuli choquants. Hein. On a ce qu'on appelle une indifférence totale qui va remplacer les émotions qu'on aurait dû ressentir face à une scène violente. Et dernière étape, l'étape ultime de la désensibilisation, c'est les réactions inappropriées. La scène initiale, non content de pas nous faire réagir, de pas faire réagir les témoins, elle fait rire. On sort le portable et on filme. On filme quelqu'un qui bute une autre personne. Pire que ça, on filme et on rigole. Ça nous fait rire. Ça provoque chez nous l'exact inverse de l'émotion normale. Hein, c'est ce que Zimbardo appelait l'effet Lucifer. Pourquoi je vous dis toutes ces choses-là? Pourquoi je vous apprends ça? Parce que ces gens-là, ceux qui filment, ceux qui rigolent, et c'est toujours les mêmes, hein. Dans les émeutes c'était pareil, quand il y a un acharnement sur un petit gars qui se fait tabasser, c'est pareil, on filme, on se marre. Ces gens-là ne pourront jamais, et je le dis bien jamais, hein, ne pourront jamais vivre avec nous. Ils sont trop loin dans l'absence d'empathie pour nous et dans ce processus de déshumanisation, ce processus de désensibilisation que j'ai exposé tout à l'heure. Le vivre ensemble n'est possible qu'à la condition où on partage le même degré d'empathie les uns pour les autres. Là, c'est pas le cas. Ces mecs ne sont pas inadaptés socialement, comme je l'entends souvent. Ce sont des putains de sociopathes. Des sociopathes qui peuvent entrer en guerre contre nous, contre ce qu'on représente.
et qui filment sur Snap des pères de famille qu'on massacre. Prenez conscience qu'on ne fera jamais société avec ces gens-là. Et encore une fois, comme pour Adja Traoré, c'est pas grave, c'est pas triste, c'est comme ça. C'est un constat d'incompatibilité. On ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas vivre avec des gens qui sont témoins de meurtres en rigolant. C'est tout. Quand on voit les images, il y a un autre concept qu'on oublie trop souvent de mentionner. C'est celui des narcos. Là, ces scènes qu'on a vues, c'est des scènes dignes d'un narco-État. Parce que, spoiler alerte, c'est ce que la France est devenue dans certains endroits et ce qu'elle va devenir dans les 50 prochaines années. Je rappelle qu'en mars dernier, le ministre Éric Dupond-Moretti, celui qui est en deuil, il engueulait des magistrats à Marseille, il engueulait littéralement, vraiment taloche dans la gueule et compagnie, il les engueulait parce que les magistrats lui disaient « Attention, Marseille, c'est en train de partir là. Marseille, c'est aux mains des narcos. » Cette attaque de fourgon, elle a été pensée. On le voit dans les images, c'est évidemment prémédité. Pour attaquer à l'arme lourde, à l'arme de guerre, un fourgon blindé, il faut évidemment de l'audace, mais il faut aussi avoir une perception très faible de l'État, en la personne de ses représentants. Il faut de l'audace, évidemment, et il faut aussi une capacité militaire de s'attaquer à l'institution militaire par définition, qui est l'État. Je dis ça parce que là, c'est une attaque d'une armée contre une autre, très concrètement. Et c'est très important de retenir ça. Et pourquoi est-ce que ce qui s'est passé hier est très clairement une bascule qui n'a rien d'inattendu, puisqu'elle est c'est la suite logique de la trajectoire de sud-américanisation que suit notre pays. Pourquoi est-ce que c'est une bascule? Parce que pour la première fois, Laurence Ferrari, pour la toute première fois, les moyens utilisés par les narcotrafiquants qu'on appelle de haut de spectre, c'est-à-dire les mafias, les moyens d'utilisation d'armes de guerre, massacres de rivaux, ont été utilisés non pas contre des clans rivaux, mais contre la force publique, en l'occurrence ces surveillants de l'administration pénitentiaire. C'est la première fois. Il y a régulièrement et malheureusement des policiers ou des gendarmes qui sont blessés, assez rarement par des fusils d'assaut. Mais là, l'utilisation par des mafias de narcotrafiquants d'exécution, parce que les gens de l'administration pénitentiaire n'avaient aucune chance. Vous l'avez rappelé, ils ont été abattus. Ils ont été abattus par un commando qui avait planifié son attaque, ce qui posera la question du renseignement et de la façon dans laquelle ils ont obtenu les renseignements, et ce qui pousse vers une autre réflexion, qui est aujourd'hui les narcotrafiquants, les mafias de narcotrafic sont devenues tellement puissantes qu'elles n'ont plus de difficulté à corrompre des agents de l'État. Pour vous dire le degré de violence, les témoins de l'attaque avaient l'impression que les assaillants étaient du GIGN, les gars. C'est pour vous donner un ordre d'idée d'armement des narcos en France. Ouais. C'était violent le bruit. Ouais. Oui, ça y allait. Ben, on a pensé que c'était le GIGN qui tirait sur des gants. Là. On pensait à un truc de drogue que nous ont fait. Oui, on disait tiens, c'est le truc de la drogue. Il me dit oh, c'est les trucs de la drogue, c'est à moi tous les coups. Parce que lui, il entendait tirer, mais il dit c'est le GIGN qui tire. Mais c'était pas le GIGN, c'était les gants. C'est aussi un signal très important envoyé à la France, puisque même son administration pénitentiaire n'est plus protégée contre les narcos. Cette attaque, puisqu'elle est pour l'instant réussie, le mec s'est évadé, va impacter aussi la crédibilité de l'État face aux narcos, qui vont progressivement voir dans notre pays et dans ses institutions un rival qu'on peut déranger. Enfin, je veux dire, n'importe quel mec désormais se dit en fait, j'ai même pas à faire de la prison, je peux me faire libérer. Les narcos commencent à voir l'État comme un rival. Et pas un rival genre Sochaux contre le Bayern, mais un rival d'égal à égal, à qui on peut ordonner la libération d'un prisonnier au prix de la vie, s'il le faut. C'est ce qui s'est passé en Colombie, par exemple, à l'époque des FARC, où les forces gouvernementales étaient perçues comme impuissantes face à la rébellion, perçues comme trop faibles. Et du coup, ce phénomène-là, ce processus qui amène un État à être trop faible, c'est un vase communicant avec l'importance des narcos. Plus d'attaques sur l'État entraîne une perte de confiance de la population dans les institutions censées nous protéger. La perte de confiance entraîne une perte de crédibilité de l'État. La perte de crédibilité de l'État l'expose à des attaques et processus répété à l'infini jusqu'à la mort thermique de l'État. Sur l'attaque, et je finis juste sur ça, sur l'attaque, on apprend aujourd'hui
que les surveillants pénitentiaires, que je salue évidemment s'ils regardent cette vidéo, appellent à une grève générale dans toutes les prisons de France, et ils ont bien raison de le faire, ils ont bien raison, mais qu'est-ce qu'on peut leur donner? Enfin, qu'est-ce qu'on va retirer aux prisonniers si ce n'est une PS5 dans la prison? Là, c'est tout le système qu'il faut revoir. Le phénomène web de la semaine, c'est un TikToker qui s'est amusé à faire des trucs, voilà, je sais pas d'où ça sort cette trend, c'est très casse-couille, je vous le mets. C'est désormais votre moment préféré de la semaine, c'est le moment Marceau. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Protégez-vous, je vous le dis sincèrement. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time! Abonne-toi.